Sommet États-Unis-Afrique, Obama mobilise plus de 30 milliards de dollars pour l'Afrique, somme qui sera injectée dans l'aide publique et les investissements privés. L'annonce a été faite lors du forum d'affaires auquel prenait part le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce journal, nous partirons dans le cercle de Koutiala, précisément dans la commune rurale de Pessoba, où la pluie a fait d'importants dégâts. 57 maisons et 3 magasins se sont effondrés, des champs submergés, un bilan lourd. Constat des autorités régionales qui se sont rendues sur place. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de votre présence. D'abord, la lecture du communiqué du Conseil des ministres présidé par le chef du gouvernement Moussa Mara. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à une nomination. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant statut des fonctionnaires de la protection civile. Les personnels de la protection civile sont actuellement régis par une loi du 30 décembre 2005 et son décret d'application qui fixe les dispositions particulières applicables aux différents corps des fonctionnaires de la protection civile. Ces textes, à la pratique, ont révélé des insuffisances dues à l'évolution de l'environnement juridique de la protection civile et aux nouvelles exigences de la gestion des carrières. L'adoption du projet de loi portant statut des fonctionnaires de la protection civile a pour but de corriger les insuffisances constatées en vue de créer les conditions d'une meilleure gestion des personnels de la protection civile et de leur carrière. Dans ce cadre, le projet de loi apporte des innovations majeures. Ainsi, il est prévu notamment, en ce qui concerne la structure des personnels, la création du corps des sapeurs-pompiers pour porter à 4 le nombre de corps qui constituent le cadre unique de la protection civile, la définition claire des attributions de chaque corps, la création d'un second palier d'intégration au niveau du corps des administrateurs de la protection civile pour les titulaires du doctorat ou d'un diplôme équivalent. En ce qui concerne la carrière, la valorisation de la formation, la révision des critères de classement au tableau d'avancement et la prise en compte des sanctions dans le droit et à l'avancement. Enfin, en ce qui concerne les droits et obligations, l'octroi du bénéfice d'une prise en charge par l'État des soins de santé lorsque le fonctionnaire de la protection civile est blessé en service ou à l'occasion du service et l'obligation formelle de prêter serment avant d'entrer en fonction pour tout fonctionnaire de la protection civile. Sur présentation du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant l'ordonnance numéro 01016 PRM du 27 février 2001 portant création de l'Agence nationale pour l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif créé par une ordonnance du 27 février 2001 avec pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Cette ordonnance ratifiée par la loi numéro 01019 du 30 mai 2001 a retenu parmi les attributions spécifiques de l'agence celle de procéder à la collecte, à la centralisation, à l'analyse et à la diffusion des données relatives au marché du travail. La même attribution a été par ailleurs confiée à l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF, créé en 2013 pour fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail, au niveau national et régional pour une meilleure régulation de ce marché. Aussi, pour assurer la cohérence de la politique nationale de l'emploi, dans les missions et attributions de ces deux structures concourant à sa mise en œuvre, il est proposé par le présent projet de loi de supprimer des missions de l'agence, celles de collecte, de centralisation, d'analyse et de diffusion des données relatives au marché de l'emploi, celles-ci étant déjà transférées à l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Sur présentation du ministre des Sports, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant création de l'Institut national de la jeunesse et des sports. L'Institut national de la jeunesse et des sports a été créé en 2002. Son organisation et les modalités de son fonctionnement ont été fixées par un décret du 10 avril 2002, modifié en février 2009.
Des insuffisances et des difficultés sont apparues après quelques années de mise en œuvre de ces textes qui ont attribué à l'Institut le statut de service rattaché. Le statut actuel de l'Institut n'est plus adapté à un contexte caractérisé par l'implantation du système licence-master-doctorat LMD dans les universités, les grandes écoles et les instituts nationaux de formation de notre pays. L'adoption du présent projet de loi vise à doter l'Institut national de la jeunesse et des sports des nouveaux statuts juridiques et de structures organisationnelles mieux adaptées au contexte et aux exigences du système licence-master-doctorat LMD dans le domaine de la formation des cadres de jeunesse, d'éducation physique, du sport et du loisir. Dans ce cadre, l'Institut national de la jeunesse et des sports est érigé en établissement public à caractère scientifique et technologique. Ses missions sont recentrées et son organisation et son fonctionnement réajustés. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 337 PRM du 24 novembre 1979 fixant le régime des indemnités allouées au personnel enseignant. Dans le cadre de la valorisation de la fonction enseignante, le gouvernement, à part le décret numéro 2012-177 PRM du 19 mars 2012, procédait à la modification du régime des indemnités allouées au personnel enseignant en revoyant à la hausse les taux de ces indemnités. Suite aux événements de mars 2012 et aux restrictions budgétaires qui ont suivi, la diffusion et l'application de ce décret n'ont pu être effectives. Il s'agit par le présent projet de décret en accord avec les syndicats de procéder à la modification de la date d'effet du décret de 2012 en la fixant au 1er juillet 2012 au lieu du 1er janvier 2012. En adoptant ce projet de décret, le gouvernement réitère l'engagement de veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel enseignant. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, secrétaire général, Yaya Gologo, professeur de l'enseignement supérieur. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce communiqué de ce Conseil des ministres. Suite de ce journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part hier au Forum des affaires qui se tient en marge du sommet États-Unis-Afrique. Les États-Unis d'Amérique vont investir dans les années à venir 33 milliards de dollars en Afrique, des fonds qui serviront à l'aide publique et aux investissements. L'annonce a été faite par le président américain Barack Obama, envoyé spéciaux à Washington, Brahma Traoré et Adama Kamara. L'organisation de ce premier forum des affaires est perçue comme un signal fort d'un changement d'attitude et de relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Depuis les indépendances, les relations entre l'administration américaine et le continent africain semblent se focaliser sur l'aide internationale. Constat du ministère américain en charge du commerce à l'ouverture du forum. La même source précise que seulement 2% des exportations des États-Unis vont vers l'Afrique. C'est le moment donc d'investir sur le continent en forte croissance, soulignent avec force les partenaires américains. Ainsi, le secrétaire d'État au commerce Penny Pricer a annoncé une série de mesures visant à renforcer les liens commerciaux avec l'Afrique, parmi lesquelles la création d'un portail Internet pour aider les entreprises américaines à faire le commerce en Afrique. De son côté, le président américain a annoncé des engagements à hauteur de 33 milliards de dollars d'aide publique et d'investissement des États-Unis en direction de l'Afrique. Une partie de ces fonds ira au programme Power Africa qu'il a lancé au cours de son dernier voyage sur le continent. Ce forum des affaires se tient en marge du sommet États-Unis-Afrique. Plus de 200 entreprises dont une cinquantaine du continent y étaient présentes. Toujours à Washington, le sommet des premières dames s'est aussi ouvert. La First Lady des États-Unis, Michelle Obama, a accueilli ses sœurs d'Afrique, dont l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, pour une journée de travail au Kennedy Center. Elles ont échangé sur l'impact des investissements dans l'éducation, la santé, le partenariat public-privé et l'entrepreneuriat féminin. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture dans nos prochaines éditions avec Dey Sissogo. Et nous avons ce message de condoléances que le président de la République adresse au président de la République populaire de Chine, président de la Commission militaire centrale Beijing. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris de nombreuses pertes en vies humaines et les énormes dégâts matériels
provoquée par le séisme qui a frappé la province du Yunnan le dimanche 3 août 2014. En ce moment de deuil et de recueillement au nom du peuple et des institutions du Mali ainsi qu'à mon nom personnel, j'ai l'honneur d'exprimer au peuple frère de Chine et à vous-même ma profonde solidarité et mes sincères condoléances. Je prie pour le repos de l'âme des disparus et forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. Signé Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la Haute Cour de justice poursuit ses consultations de prise de contact. Aujourd'hui, il était à l'Assemblée nationale. Issaka Sidiba a aussi reçu les représentants du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID. Compte rendu d'audience est avec Rachel Tessougui. Les représentants de la Haute Cour de justice étaient venus présenter le rapport de leurs activités au président de l'Assemblée nationale. Ils ont aussi évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. On peut considérer ça comme un compte rendu de ce que nous avons eu à faire, des problèmes qui restent posés et qu'il faut résoudre ensemble. Il nous a encouragés pour les activités déjà menées et qui donne espoir que la Haute Cour a enfin trouvé sa route. Le président du Parlement a également reçu des responsables du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID. Au cours des échanges, il a été question des liens de collaboration entre les deux institutions. Notre présence, c'est de rencontrer le président de l'Assemblée, voir avec lui les conditions de collaboration pour la réussite des objectifs du CMDID, l'organisation d'une journée d'échange parlementaire au cours de laquelle plusieurs thèmes pourront être discutés dans le sens du renforcement des députés sur les grands sujets du pays et du fonctionnement même de l'Assemblée. Le CMDID a pour mission de promouvoir la démocratie au Mali à travers le renforcement des capacités des partis politiques. Et le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 7 août 2014, et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10h, dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur adoption du procès verbal de la séance plénière du 22 mai 2014 et jour suivant. Délibération sur des projets de loi intéressant à la vie de la nation, constitution de groupes d'amitié, communication, et le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de bénéficier de dons de médicaments, des produits offerts par le club de soutien à la campagne Tous Chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et l'ONG Islamic Relief. Le reportage de Al Djoumatina. Geste de solidarité de l'ONG Islamic Relief et du club de soutien à la campagne Tous et Chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Travaillant dans plusieurs domaines dont l'humanitaire, l'ONG International Islamic Relief offre un important lot de médicaments d'une valeur de 243 millions de francs CFA au département en charge de la santé. Le Mali a été affecté par une crise multidimensionnelle qui a vraiment mis en branle le fonctionnement de nos services socio-sanitaires et des services de base, notamment les services socio-sanitaires. Donc c'est dans cet ordre d'idée que Islamic Relief s'est levé pour mobiliser des ressources. Et bien entendu, son cri de cœur a été entendu. Et Islamic Relief États-Unis nous a proposé cette donation de produits pharmaceutiques. Le ministère, quant à lui, apprécie le geste à sa juste valeur. Il s'agit de médicaments qui correspondent à des besoins effectifs et qui vont nous permettre de compléter le stock qui est disponible surtout au nord et dans nos formations qui ont été saccagées. À en croire le département, ces médicaments seront destinés aux structures sanitaires des régions du nord. S'agissant de la donation du club de soutien à la campagne Tous et Chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, elle est le résultat d'une collecte de fonds initiée par le club le 4 octobre 2013. D'une valeur de 7 millions de francs CFA, les médicaments du club de soutien seront destinés au centre de santé communautaire du district de Bamako.
Retenez que l'UNTM réagit aux propos tenus par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, hier dans notre édition de 20h. Des propos impliquant un membre de l'UNTM dans un litige foncier à Kalabambougou. Dans un communiqué qui nous a fait parvenir, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali exprime sa consternation et dénonce les propos du ministre qu'il qualifie de tendancieux et affirme qu'aucun membre du bureau exécutif n'a un rapport avec cette spéculation foncière. En 5e région, le projet d'appui à la cohésion sociale et au renforcement du dialogue national du PNUD s'active sur le terrain aux côtés des acteurs institutionnels et communautaires. Ceci dans le cadre de promouvoir le leadership pour la paix en milieu communautaire. Jules Sambou-Sissoko, correspondance. Les efforts des plus hautes autorités du Mali, les partenaires et les amis du Mali sont concentrés à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans les coins et recoins du Mali. Cette dynamique en cours doit être partagée et comprise de tous. Voilà pourquoi les acteurs institutionnels et communautaires de la région de Mopti sont réunis autour de cette préoccupation commune à l'initiative du PNUD. La démarche répond à la vision du PNUD d'accompagner les autorités gouvernementales, les organisations de la société civile et les différents acteurs dans le processus de cohésion sociale qui est vraiment important dans notre pays à cette phase de son histoire. Toutes ces sensibilités ont une grande partition à jouer dans la reconstitution du tissu social fortement détérioré suite à la crise qui a secoué le Mali. Dans notre cas, il s'agit de construire le nouvel État du Mali, dans son unité, dans son intégrité territoriale, dans sa plurielle diversité. Des thèmes très importants seront passés en revue pendant 3 jours sous la houlette d'éminents experts et consultants. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant destiné à la réalisation du programme d'appui à la décentralisation de l'éducation dans les régions de Mopti, Sikasso et Tombouctou. Le lancement de ce programme dans sa phase 4 a eu lieu à Tombouctou, nous précise Yéa Kandina. C'est pour contribuer à l'amélioration de la gestion décentralisée de l'éducation que le programme d'appui à la décentralisation de l'éducation, PADé, a procédé au lancement de son programme phase 4. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre la Fédération suisse et le Mali. La coopération suisse qui a 37 ans au Mali s'inscrit dans une stratégie qui tient compte de l'évolution des choix de ses partenaires. Elle se veut une coopération souple, innovante et soucieuse des résultats qui sont les solutions pensées, planifiées et réalisées par ses partenaires. Le programme qui vient d'être lancé aura un impact certes très important car il s'agit de former les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants, le comité de gestion, les directeurs, donc à travers les rôles et responsabilités. Et si ces acteurs-là sont formés, c'est là son impact dans l'amélioration de la gouvernance au niveau de l'éducation. Près de 5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée dans ce vaste programme pour les régions de Mopti, Sikasso et Tombouctou. Ce projet, en s'orientant sur la qualité de l'éducation et l'appui de la décentralisation de l'éducation, va contribuer à résoudre 2 problèmes majeurs de notre système éducatif, à savoir la formation des enseignants pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'accompagnement des collectivités pour la prise en charge des besoins prioritaires de l'école. En 6e région, 2 cercles sont concernés par le présent programme, à savoir Niafenke et Tombouctou. Relance des activités de la région de Kidal à 650 millions de francs CFA seront injectés dans la réalisation des services sociaux de base dans les communes de Kidal, Tessalit, Aguelok et Anefis. Le commentaire de nous, Sissoko. La commune de Tessalit a bénéficié des marchés à détail, 2 clôtures d'école, 5 puits et d'une digue de protection. 2 marchés à détail ont été réalisés à Kidal, une clôture d'école et un marché à détail à Anefis. 5 puits et une digue de protection à Aguelhok. La cérémonie inaugurale de ces œuvres a eu lieu ce vendredi à Tessalit, en présence des partenaires financiers, à savoir l'ANICT et l'ambassade de France au Mali. La réalisation de ces infrastructures à 650 millions de francs CFA a été rendue possible grâce au concours du Conseil régional de Kidal, des FAMA, de la MINISMA et de Serval. Ces projets sont très encourageants, il faut continuer. Et je dirais que Barkhane
dans sa mission aussi appuiera et aidera avec l'aide de l'ambassade de France, mais aussi de toute la communauté internationale et des Maliens aussi eux-mêmes pour pouvoir améliorer les choses. Donc une grande satisfaction. Pour les élus des collectivités bénéficiaires, ces réalisations doivent permettre d'améliorer les conditions de vie de leur communauté. Ces investissements, c'est un très grand soulagement pour les populations aujourd'hui de Tissalit. Donc on est vraiment à remercier infiniment les donateurs de ces investissements. Pour faire asseoir les populations, il faut qu'il y ait une paix. Pour qu'aujourd'hui le développement aille, il faut qu'il y ait une paix. Et je lance un appel aux populations de Tissalit d'aider ces forces, puisqu'elles sont là pour elles, c'est de les aider. La collaboration aujourd'hui, c'est l'arme la plus intéressante, c'est l'arme aujourd'hui qui peut combattre aujourd'hui le terrorisme. Aussi, 80 projets individuels et associatifs ont été lancés par le Conseil régional de Kidal pour 245 millions de francs CFA, une activité qui concerne 5 communes de la région de Kidal dans divers domaines. Le dispositif de co-développement entre l'Île-de-France et le Conseil régional de Caille s'intensifie et c'est là à travers la signature à Caille de conventions de plus de 164 millions de francs CFA destinés au financement du centre de formation professionnelle CIFOP, du programme d'appui à la solidarité de l'Adamousso et du centre d'accueil de Guidimara d'Akan. De Caille, la correspondance de Mahamadi Alioubari. 3 conventions sont signées entre le Conseil régional de Caille et la région Île-de-France. La première concerne la dynamisation d'un centre de formation CIFOP. La deuxième vise à appuyer la scolarité à travers le centre Ladamousso. La troisième vise à accompagner les activités socio-éducatives du centre d'accueil de Guidimorandanka. Le montant global de ces 3 conventions s'élève à plus de 164 millions de francs CFA, financés entièrement par la coopération Île-de-France. Si on a décidé de soutenir tant sur la question de la scolarité, tant sur la question de la formation professionnelle, tant sur le centre qui va être réalisé à Caille de Guidimorandanka, c'est parce que c'est avant tout des dynamiques qu'on soutient. Des gens on les a pas choisis au hasard. Ils étaient là, ils ont travaillé et donc nous on vient accompagner, ou en tout cas encourager ce travail. Quant au président du Conseil régional de Caille, il a invité les structures à utiliser judicieusement les fonds mis à leur disposition. Les 3 projets sont des projets importants. Quand nous avons été destinataires de ces projets, nous les avons examinés, nous avons su que c'est quand même des projets qui vont participer d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de nos populations et ils ont bien leur place dans notre arsenal de développement. Par cette signature de convention, le Conseil régional de Caille entend faire du dialogue intercollectivité une stratégie de mobilisation des acteurs pour une meilleure planification du développement régional. En 4e région, l'état de la campagne agricole 2014-2015 est satisfaisant dans les zones de production de l'Office du Niger. Le constat a été fait par le président directeur général de l'entreprise qui était dans la zone de Bewani. Le reportage de Kandesila. Le site du complexe agro-pastoral industriel à Sanamandougou et quelques parcelles dans la zone de production de Bewani ont été les centres d'intérêt de la visite de terrain du président directeur général dans la zone. Si au niveau du site de l'opérateur malien Modibo Keita, il s'agissait de s'enquérir de l'expertise développée en matière variétale du maïs, dans les champs de Bewani, la délégation s'est intéressée au suivi de la mise en valeur de la campagne à travers notamment l'état d'avancement des travaux champêtres, la mise en place des intrants et l'entretien courant des réseaux hydrauliques. Nous sommes à près de 70% de nos objectifs d'envergure de la campagne 2014-2015. Sur un objectif, disons, de 110 000 hectares, nous sommes presque à 70% de mise en valeur. Et l'installation des pépinières est faite presque partout. Et ça nous permet en tout cas de boucler à 100% la réalisation d'ici le 15 août 2014. Je pense qu'il y a eu d'une manière générale des problèmes d'eau dans le cours marin par rapport à l'entretien du réseau secondaire qui a démarré quelque peu en retard. Mais nous avons pu rattraper en tout cas ce retard d'irrigation. Cependant, le président directeur général et sa délégation ont constaté quelques dégradations au niveau des infrastructures et principalement les digues du site d'aménagement de 2500 hectares réalisés au compte du projet d'appui pour la mise en œuvre du contrat-plan.
Ce site, dont les exploitants sont déjà installés, doit être réceptionné définitivement en octobre prochain. Parmi les contraintes majeures évoquées par les producteurs demeure en bonne place le problème de la main-d'œuvre. Tout en prenant bonne note des préoccupations, le responsable de l'Office du Niger a surtout insisté sur le respect du calendrier agricole et la gestion efficiente de l'eau. On vous le disait hier soir, à Nara, un nouveau projet vient de voir jour. Il s'intitule l'ICAEV. Il vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans les communes de Nyenebe, Dogofri et Koronga. Moussa Fane, les détails. Le projet qui vient d'être lancé touche directement plus de 29 000 personnes des communes de Guénébé, Dokofuri et Koronga, dans le cercle de Nara. Le projet LICAEV devra aider les populations des communes concernées à surmonter les difficultés économiques et alimentaires constatées. Il permettra aussi de relancer la production agricole. Nous demandons à ces bénéficiaires d'utiliser ces fonds dans les domaines qui les ont indiqués, notamment l'achat des semences améliorées, et aussi l'utilisation de ces fonds pour l'achat des produits alimentaires afin de réduire la malnutrition dans les ménages bénéficiaires. Les bénéficiaires ont reçu chacun 25 000 francs CFA pour l'achat de semences agricoles. Ce projet-là est vraiment important pour nous parce que c'est un projet qui est arrivé dans des conditions vraiment difficiles. Là où nous sommes maintenant, là, la situation alimentaire est vraiment précaire. Je suis vraiment content par rapport à l'arrivée de ces projets dans notre village parce qu'ils sont venus dans une période qui vraiment nécessite un soutien à la population. Les élus du cercle de Nara ont salué l'accompagnement des catholiques et relève service qui veut garantir la sécurité alimentaire dans les cercles. Avec ce montant substantiel au profit des braves populations du cercle de Nara, dont les cultures ont été sérieusement affectées par l'arrivée des sauteriaux, c'est le lieu d'exprimer toute notre gratitude aux généreux donateurs et promet que les fonds seront utilisés à bon escient. Le projet LICAEV est financé à plus de 600 millions de francs CFA. Les journées de sensibilisation des populations riveraines du parc de Kouroufi ont pris fin ce mardi à Nyakira, dans le cercle de Kenyeba. Pendant 2 jours, des projections de films et des débats sur les effets des changements climatiques ont meublé cette rencontre. Envoyés spéciaux, Siratiki Traoré et Seydou Sissoko avec la voix de Abdul Karim Kaba. Le parc national de Kouroufi est classé patrimoine national de diversité biologique, notamment à cause de sa faune sauvage. Ce parc est un sanctuaire d'élan de derby et de chimpanzés. C'est justement pour sensibiliser les populations riveraines du Kouroufi à protéger ces espèces et leur habitat que l'Union des jeunes de l'espace émois du Mali a effectué ces journées de sensibilisation. Le cadre choisi a été le village de Nyakira, du cercle de Kenyeba. Le village de Nyakira est à 4-5 km de la zone tampon du parc national du Kouroufi. C'est un village dont les hameaux étaient à l'intérieur du parc et qui ont été déplacés. On les a mis à la périphérie du parc pour permettre au parc de pouvoir se régénérer. Les activités de sensibilisation ont porté sur la projection des films et de débats publics. Le film intitulé Nyamina trace le tableau sombre de l'effet des changements climatiques sur notre cadre de vie. Ces effets vont de l'érosion des sols aux plus dévastatrices en passant par les canicules et l'effritement des écosystèmes. Bref, le film invite les populations à préserver leurs forêts par la diminution des prélèvements en bois de chauffe, des services et en bois d'œuvre. On a visité quelques chantiers, quelques pas, et vraiment, ce que je m'avais vraiment adressé à la population de Nyakira, qu'ils cessent vraiment d'atténuer leur écosystème, et puis la coupe abusive du bois à des fins personnelles. Les journées ont certes pris fin à Nyakira, mais l'élan de sensibilisation pour la jeunesse UEMOA du Mali continue. Jeunes chrétiens, artisans de la paix, c'est le thème choisi par le camp biblique francophone qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Une session qui a eu lieu à Koutchala sous la présidence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Compte rendu Sékou Konati. Louange au Seigneur, hymne au Mali, on donne le temps du lancement officiel des activités du 30e anniversaire du camp biblique francophone de Koutchala. Un 30e anniversaire placé sous le thème « Jeunes chrétiens, artisans de la paix ».
pour instruire la jeunesse chrétienne, pour instruire la jeunesse du Mali dans son devoir de constructeur, dans son devoir d'élever, dans son devoir de mettre tendu et de faiseur de paix, pour qu'enfin notre pays puisse connaître la paix. Pendant une semaine, 328 jeunes venus de toutes les régions du Mali, sous la conduite de 53 moniteurs, apprendront à travers conférences, prières et échanges à renforcer leur capacité spirituelle, morale et sociale en vue d'une pleine participation à la construction de la paix. Comment apprendre aux jeunes à connaître leurs droits et leurs devoirs dans le pays en rapport avec leur foi, à faire des revendications sans user de violence dans un état de droit. Voilà un enseignement de haute importance qui doit être donné à toute la jeunesse malienne sans distinction de religion. Et le ministre de rappeler l'espoir de la nation en cette jeunesse. Aujourd'hui, il est bon que la jeunesse grandisse avec la foi. Et qu'en grandissant avec la foi, c'est de grandir avec des notions d'équité, de justice, d'amour de la patrie. Et je pense que nous avons vu, ou nous avons entendu ces discours, et nous espérons que d'autres religions prendront l'exemple afin qu'à un certain moment, cette jeunesse qui doit assurer la relève soit une jeunesse des plus spirituelle. À travers prières et chants de chorale, la communauté chrétienne protestante a formulé des vœux depuis l'Institut biblique de Koutiala pour un Mali de paix, un et indivisible. Toujours à Koutiala, direction la commune rurale de Pessoba, des maisons et magasins effondrés, des champs submergés. C'est le bilan de l'inondation provoquée par les pluies du lundi 4 août. Les autorités régionales étaient ce mardi dans la localité, compte rendu Sékou Konaté. 111 mm, c'est la quantité que cette commune rurale, située à 45 km de Koutiala-Pessoba, a reçue dans la journée du 4 août dernier. Une importante quantité de pluie qui aura causé de gros dégâts, notamment dans les quartiers de Negela, Kamakala et Noumouna. 57 maisons et 3 magasins effondrés, 20 hectares de maïs submergés. On peut attribuer la faute à l'homme. Parce que moi, personnellement, j'ai 70 ans, mais je n'ai jamais vu une eau pareille en Pessoba. Jamais. Parce que les eaux de pluie venaient, mais les lieux de passage étaient libérés. Aujourd'hui, tout est bourré. Il n'y a pas de passage. Une situation qui interpelle chaque citoyen de la commune. On les a tout le temps donné ce message. Il y a eu un cas comme ça où on a essayé même de les déguerpir pour qu'ils prennent conscience que pour dire que dans les temps ils seront bloqués, il va y avoir des problèmes. Bon, c'est une mission de sensibilisation, de formation parce que ça mérite beaucoup de réflexion souvent quand on parle de changement de comportement. Aux citoyens informés, les autorités régionales sont allées au secours des victimes avec céréales, nattes, moustiquaires, produits d'entretien et une enveloppe symbolique, mais aussi avec un message. Pour leur dire de respecter le site qui les a été attribué pour dégager ce bas-fond qui est un passage ordinaire de l'eau. Et je souhaiterais aussi que très bientôt que la ville de Pessoba puisse bénéficier d'un plan d'urbanisation. A signaler que les 146 sinistrés ont toutes été accueillis par des familles proches et autres habitants de la ville de Pessoba. On n'enregistre aucune perte en vie humaine. Suite au crash d'El Algérie, une réunion des experts s'est tenue à Paris. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Mali a fait une déclaration. Déclaration lue ici par Mamadou Hachim Koumaré, ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Il est au micro de Cheikh Oumar Sangari. Suite à la réunion des experts tenue à Paris, la qualification technique de l'accident est accident de McDonnell Douglas MD 83 immatriculé EC-LTV du 24 juillet 2014 dans la région de Tombouctou, Mali. La commission d'enquête mise en place par le Mali a réuni au bureau enquête-analyse des enquêteurs des pays qui participent aux travaux d'enquête. Les États suivants étaient représentés à côté du Mali: Algérie, Burkina Faso, États-Unis, Espagne et France. Des séances de travail
réunissant une vingtaine d'enquêteurs pour la sécurité aérienne tenus au bureau enquête-analyse en présence du président de la commission d'enquête du Mali et du directeur du bureau enquête-analyse de la France, ont permis de préciser l'organisation de l'enquête, de faire le point sur les éléments disponibles et de décider des travaux à lancer en priorité. L'enquête s'organisera autour de 3 grands groupes de travail. Le premier groupe, c'est le groupe aéronef, ensuite le groupe système et le groupe exploitation. Ces 3 groupes se sont immédiatement mis au travail. Les travaux sur les enregistreurs de vol se sont poursuivis au sein du groupe système. L'exploitation de certains paramètres a permis de restituer une première image de la trajectoire de l'avion. D'autres paramètres doivent encore faire l'objet de validation. La bande magnétique de l'enregistreur de voix, qui était endommagée, a pu être remise en état élu. Malheureusement, les enregistrements qu'elle contenait se révèlent inexploitables. L'absence de données exploitables sur l'enregistreur de voix rend prioritaire la collecte de toutes les données sur les communications que l'équipage a pu établir avec des organismes au sol ou avec d'autres avions. La trajectoire de l'avion telle qu'elle a pu être restituée à partir des paramètres de vol enregistrés, superposée avec une image satellite de masse orageuse présente ce jour, fait apparaître une montée et un début de croisière normal avec des changements de route modérés, typiques d'une stratégie d'évitement des développements orageux. L'avion monte au niveau 310, accélère vers une vitesse de croisière normale vers la fin du vol. Tout en restant au niveau 310, la vitesse diminue progressivement. Un rapport détaillé sera publié avant la fin du mois de septembre par le président de la commission d'enquête du Mali. Et nous avons ces communiqués, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, Phare Ankawili, le Rassemblement pour le Mali, RPM et le Haut Conseil islamique ont appris avec consternation le naufrage d'une embarcation clandestine le 28 juillet au large de la ville libyenne de Al-Homs, causant le décès de nombreuses personnes, dont des Maliens. Ils s'inclinent devant la mémoire de toutes les victimes, adressent leurs condoléances attristées aux familles et expriment leur solidarité en ces douloureuses circonstances. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, a organisé une remise d'actes de naissance de près de 700 enfants. Cette remise a concerné les enfants de 0 à 14 ans du cercle de Diola. Reportage Fatoumata Kone. Diola compte 23 communes avec une population estimée à plus de 400 000 personnes. Dans chaque commune, il y a un centre d'état civil. Ici, le seul bémol, c'est que ces centres ne sont pas fréquentés, d'où la présence d'une colonie d'enfants sans identité dans la zone. 16 villages bénéficient aujourd'hui de votre programme. Plus de 460 enfants bénéficient grâce à vous d'un acte de naissance aujourd'hui. Que dire, messieurs les sous-préfets, à l'APDF? Aider un enfant à avoir son acte de naissance est un devoir civique pour tout parent. Kaladougou, 461 actes. Kemekafo, 168 actes. Golobougou, 4 actes. Deyakoro, 3 actes. Matsigi, 3 actes. Kilidougou, 4 actes. Et Garadougou, 3 actes. Cette réalisation par commune paraît tout à fait appréciable. C'est un exercice pour nous, pour montrer aux parents que l'un des premiers devoirs d'un parent, c'est de fournir l'acte de naissance à son enfant. On a seulement voulu montrer aux parents leur devoir pour que ce soit une continuité. Les femmes et les enfants de la zone, pour montrer leur joie, ont esquissé des pas de danse et fait des prestations sportives pour magnifier ce geste du partenaire de la PDF, Identita für Kinder in Mali. Le désormais président de FIBA Afrique, notre compatriote Aman Niang, est de retour à Bamako. Le tout nouveau patron de l'instance dirigeante du basketball africain a eu un accueil chaleureux à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Kodi Sibi était aussi à l'accueil. Décidément, le basketball malien ne cesse de surprendre agréablement.
Après le sacre historique des Aigles Dames à l'Afrobasket 2007, une grande première pour un sport collectif de notre pays, c'est au tour des dirigeants de remporter un succès inédit sur la scène africaine. En effet, Amanyang a été élu à la tête de FIBA Afrique le 31 juillet dernier à Madagascar. Le retour au pays est triomphal. Ça fait plaisir, en toute franchise, et ça fait honneur au monde du basketball, à travers le basketball malien, le basketball africain et bien sûr le basketball mondial. Franchement, ça fait honneur et cet événement doit faire tache d'huile. Il faut que les jeunes croient à la vertu du travail. Je pense que le travail, ça paye. On ne sait pas quand, mais le travail, ça paye. Dans la perspective de cette élection, Aman a eu le soutien des autorités et de tout le peuple malien. Un soutien qui ne relève pas du hasard. Vieux avait séduit le monde du basketball lors de son règne en tant que président de la fédération. Le Mali est plusieurs années durant au devant de la scène. Une expérience qu'il voudra mettre au service du basketball africain. FIBA a engrangé des points, mais nos fédérations ne sont pas encore à cette hauteur. Donc on a besoin de réduire un peu ce décalage entre FIBA Afrique et nos fédérations nationales. Aujourd'hui, on veut que les joueurs soient partie prenante comme nous. Yes, he can. Oui, il pourra, pourvu que le soutien dans son propre pays ne fasse pas défaut. Ça va m'étonner. Bonne chance à Amanyang. Sport, football, toujours la 25e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier au stade Modibo Keïta. L'USFAS a battu le Djoliba AC par 3-0. Autre fait marquant de ce match, le Djoliba a été dirigé par l'entraîneur adjoint suite à la démission du coach Abdelzak Schlik. Abdelkarim Kaba, les détails. Avec 80% de remaniements, ce n'était pas la grande forme au Djoliba, tant sur la pelouse que dans les gradins. En témoignent les 2 buts marqués par les militaires après seulement 20 minutes. D'abord, à la 6e minute, le Djoliba se signale en ratant une bonne occasion. Sur le coup, l'USFAS remonte rapidement le ballon et Alassane Dambélé inscrit le premier but. 18e minute, le buteur déborde et sert en retrait Ibrahima Koulibaly pour le deuxième but de l'USFAS. Les formations s'adonnent à des ratés jusqu'à la mi-temps qui intervient sur le score de 2-0 pour l'USFAS. En seconde période, le Djoliba subit le jeu. En toute fin de partie, l'USFAS obtient un penalty. Boubacar Dambélé transforme la sentence. 3-0 pour l'USFAS, résultat final. J'ai fait au moins tourner l'effectif qui a marché pour moi. La victoire, c'est d'abord l'esprit du groupe, en même temps la volonté de tout le monde de gagner et puis de quitter la zone rouge. Les premiers changements depuis la première période vraiment nous a un peu pénalisé pendant la seconde période. Mais malgré tout, nous avons essayé maintenant de réagir en seconde période. Les dieux du stade n'étaient pas avec nous. Nous sommes en train de revoir parce qu'on a une équipe pratiquement qui est un peu émoussée psychologiquement. Cette année, ils ont pris beaucoup de coups. Nous sommes en train maintenant de faire de telle sorte qu'on puisse avoir une équipe encore plus homogène, plus solidaire, mais seul dans le travail, vraiment, on pourra le faire. Au cours de cette rencontre, c'est Youssouf Maïga qui a dirigé le Djoliba AC suite à la démission de Abdelrazak Chili. Après la finale de la Coupe du Mali, Abdelrazak Chili a décidé de démissionner. Il a démissionné la nuit du vendredi au samedi. Donc c'est la raison pour laquelle on a confié la reine de l'équipe à son adjoint, à la personne de Youssouf Maïga. Et il est assisté de Oumar Bagayo, qui était le préparateur physique de l'équipe. Après cette journée, les Rouges sont 4e avec 43 points. Finale à ce journal. Merci à vous qui nous suivez de Londres. C'est en Angleterre. Demain, les éditions matinales seront une présentation de Mohamed de Touré. Et le plaisir sera pour moi de vous présenter celle du soir. La météo, c'est avec Abibatou Djakité tout à l'heure. Merci et bonsoir.